Et si on parlait de la théorie de l'information? Aujourd'hui, on va parler d'un monument des sciences au croisement de l'informatique et des mathématiques, la théorie de l'information de Claude Shannon, qu'il élabore au milieu du XXe siècle avec Warren Weaver, pour finir par publier en 1948 son article fondateur intitulé « Une théorie mathématique de la communication ». Commençons par quelques petits jeux. Imaginons 4 gobelets et une pièce sous l'un de ces gobelets. Vous ne savez strictement rien de plus, et donc pour le moment, la pièce a une chance sur 4 de se trouver sous chacun de ces gobelets. Votre tâche, c'est de poser des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non pour identifier sous quel gobelet se trouve la pièce. Ici, c'est assez simple, vous posez d'abord une question pour séparer les 4 possibilités en 2 paires, par exemple, la pièce est-elle dans l'un des 2 gobelets de gauche, puis une seconde question pour la situer au sein des 2 gobelets encore possibles. Ainsi, il vous faut ici, dans tous les cas, et donc également en moyenne, exactement 2 questions pour localiser la pièce. Supposons maintenant une situation similaire, mais dans laquelle vous avez davantage de statistiques. Vous savez que la pièce a précisément une chance sur 2 de se trouver sous le premier gobelet, une chance sur 8 de se trouver dans l'un des gobelets du milieu, et une chance sur 4 de se trouver sous le dernier. Votre tâche est toujours de poser des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non pour localiser la pièce. Mais ce qu'on désire, c'est également minimiser le nombre de questions nécessaires en moyenne. À votre avis, comment faut-il procéder ici? Il se trouve que mathématiquement, la stratégie qui minimise le nombre de questions en moyenne consiste à poser des questions qui équilibrent les probabilités entre chacune des issues possibles. C'est-à-dire que la première question peut être par exemple, la pièce se trouve-t-elle dans le premier gobelet, qui est donc équilibré, avec une chance sur 2 que sa réponse soit oui, et une chance sur 2 que sa réponse soit non. On procède de la même manière si une seconde question est nécessaire, avec par exemple, la pièce se trouve-t-elle dans le dernier gobelet, et une éventuelle troisième question pour la localiser parmi les 2 gobelets du centre. Avec cette stratégie, on a une chance sur 2 de ne poser qu'une seule question, une chance sur 4 d'en poser 2, et une chance sur 4 d'en avoir besoin de 3. En moyenne, avec cette stratégie optimale, on pose ici 1,75 questions. Et on peut déjà remarquer quelque chose d'intéressant ici. Pour localiser la pièce parmi 4 possibilités équiprobables, il nous fallait 2 questions. Pour la localiser parmi la distribution 1 demi, 1 huitième, 1 huitième, 1 quart, il nous en faut strictement moins. Autrement dit, savoir quelque chose de la distribution, c'est déjà avoir une partie de la réponse, c'est nécessiter moins d'informations pour conclure. Mais comment appliquer cette stratégie optimale qui équilibre nos questions lorsque les valeurs ne nous le permettent pas? Par exemple, s'il n'y a que 2 gobelets avec 70% de chances d'être dans le premier gobelet et 30% de chances d'être dans le second. Ici, il semble inévitable de poser au moins une question, mais par rapport à un arbre équilibré, on sent bien qu'en quelque sorte on gâche quelque chose. On aimerait trouver une manière plus fine d'exprimer le nombre de questions en moyenne dans de tels cas, de lisser nos définitions pour ne compter que la partie des questions qui n'est pas vraiment gâchée. Une manière de se rendre compte du problème, c'est de jouer 2 manches de ce jeu simultanément. On a 2 paires de gobelets, chacune avec sa pièce respective et chacune respectant nos 70-30%. Du côté des tirages, ces 2 manches sont indépendantes, mais on va utiliser un arbre unique de questions pour localiser les 2 pièces en même temps. Si on réfléchit sur la paire de pièces, on a les 4 proportions suivantes. Et on peut donc construire un arbre de questions pour déterminer dans lequel de ces 4 cas on se trouve. Faire ainsi nous permet de mieux équilibrer notre arbre. Ce n'est pas parfait, mais comme on va le voir, c'est déjà mieux. En procédant ainsi, pour localiser chacune des pièces dans leur gobelet, il nous faut en moyenne 1,81 questions. Mais donc en moyenne par pièce, on a eu besoin de 0,9 questions. Strictement moins qu'une question entière. Cette astuce permet de se rendre compte de ce qu'on gâche en procédant une manche à la fois. Et bien sûr, on peut gâcher encore moins en procédant 3, 4 ou n manches en même temps. C'est ce genre de réflexion qu'en 1948, Claude Shannon a formalisé dans sa théorie de l'information, ou plus précisément dans sa théorie mathématique de la communication. Il définit notamment son unité d'information, le bit, comme l'information permettant de dénouer l'incertitude entre 2 options équiprobables.
Dans notre analogie, un bit correspond à l'information contenue dans une réponse à une question équilibrée, une question qui ne gâcherait rien. Autrement dit, un bit c'est l'information qu'il vous faut pour passer d'une situation où la pièce a autant de chances d'être sous l'un des deux gobelets à une situation où vous avez la certitude du gobelet sous lequel elle se trouve. Dans la vue de Shannon, l'information est véhiculée au travers de messages pris dans un ensemble de messages autorisés. Cet ensemble peut être mis en parallèle avec l'ensemble de nos gobelets et le message dont il est question à un instant donné correspond au gobelet sous lequel se trouve la pièce. Comme on l'a fait, Claude Shannon traite le cas où dans cet ensemble tous les messages ne sont pas équiprobables. Il définit ainsi la quantité fondamentale de sa théorie, l'entropie d'une distribution de probabilité. Il faut interpréter cette quantité comme l'information en nombre de bits contenue en moyenne par message lorsque ceux-ci sont pris dans notre ensemble en respectant les statistiques de celui-ci. Prenez le temps d'assimiler cette définition. L'entropie d'une distribution, c'est l'information en nombre de bits contenue en moyenne par message lorsque ceux-ci sont pris dans une distribution donnée. Vous pouvez vous rapprocher de l'analogie des gobelets pour avoir une bonne interprétation de l'entropie de Shannon. Elle est égale au nombre minimum de questions binaires à poser pour déterminer de quel message il s'agit en s'autorisant, comme dans le cas des gobelets, à procéder n messages à la fois pour lisser cette moyenne. On peut d'ailleurs reprendre ici le cas de la distribution 70-30% pour laquelle l'entropie de Shannon est de 0,88. Souvenez-vous qu'en procédant 2 manches à la fois, on avait trouvé 0,905 questions par message, et ce 0,88 de Shannon correspond à la limite vers laquelle on aurait convergé en procédant n messages à la fois. Enfin, on peut voir que l'entropie de Shannon a un rapport avec la représentation minimale de l'information. Imaginons que vous ayez un certain message au sein d'une certaine distribution. Connaître la distribution, c'est connaître l'arbre optimal de questions à poser. Une manière de représenter votre message peut être de juste mémoriser la suite des réponses qui le désignent grâce à cet arbre. Car celui-ci vous est connu et il ne dépend pas du message, juste de la distribution. Cette suite de réponses vous suffit donc pour reconstruire votre message. C'est une suite de symboles binaires car nos questions n'ont que 2 issues possibles et elle est construite pour être en moyenne de longueur minimale. L'entropie de Shannon de la distribution correspond par définition précisément à cette longueur moyenne. Et on voit ici assez naturellement pourquoi elle se mesure en bits, c'est la longueur d'une chaîne de symboles binaires. En résumé, la théorie de l'information de Shannon quantifie l'information de message dans une unité appelée le bit, et ne quantifie l'information qu'en moyenne par message, et cette quantité n'est définie que lorsque ceux-ci sont inscrits dans un contexte fixé et connu d'un ensemble de messages, chacun avec leur probabilité d'apparaître. Et vous remarquerez quelque chose d'étonnant. La théorie de l'information de Shannon ne traite pas du sens de la signification des messages transmis, et arrive cependant magiquement à parler objectivement d'information. Des messages avec des distributions statistiques inhomogènes, vous en croisez régulièrement. Par exemple, entre ces 2 blocs de 8 lettres, si on vous dit que l'un des deux est issu d'un texte en français, vous sentez bien qu'il est plus probable qu'il s'agisse du premier que du second. Tous les blocs de 8 lettres ne sont pas équiprobables en français. Dans le cas des gobelets, on a vu que lorsque les statistiques ne sont pas homogènes, c'est comme avoir déjà une partie de la réponse pour localiser la pièce. Autrement dit, il y a une partie inutile dans chaque message. L'inhomogénéité de leurs statistiques traduit une forme de redondance. Vous n'avez par exemple pas besoin de connaître la dernière lettre de ce mot pour la déduire, et ça vient du fait qu'il n'y a pas autant de chances en français que cette dernière lettre soit un Z qu'un E. La théorie de l'information de Shannon pourrait par exemple nous dire ici que la distribution des blocs de 8 lettres en français a la même entropie que la distribution des blocs de 3 lettres dans laquelle tous les triplets sont autorisés et équiprobables. Ceci nous donne notamment une borne à la compressibilité des messages. D'une part, ça nous dit qu'il sera quasi impossible de représenter la même information que 800 lettres en français en strictement moins de 300 caractères en moyenne, et ce, quelle que soit la méthode qu'on utilise pour compresser notre message. Et d'autre part, ça garantit qu'en nous y prenons bien, on pourra approcher cette limite aussi près qu'on le désire. Mais Shannon n'a pas fait que modéliser l'information des messages.
il a construit une théorie complète de la communication et on va voir ensemble les quelques éléments de sa modélisation et les résultats fondamentaux de sa théorie. Dans la modélisation de Shannon, il y a un encodeur, un décodeur et entre les deux un canal de communication. L'encodeur envoie des messages au canal, celui-ci transmet à son tour les messages au décodeur. Ici, il faut considérer canal dans un sens très large. Vous pensez certainement à une connexion Wi-Fi ou à une connexion filaire, mais le canal peut être un simple disque dur. Là où un câble transmet un message d'un point A à un point B, un disque dur transmet un message du présent au moment où vous écrivez dessus vers le futur au moment où vous lisez ce que vous avez écrit. L'abstraction mathématique du canal permet de représenter des éléments concrets très divers. Côté encodeur, il y a en amont la donnée brute, qui doit être transmise. Le rôle de l'encodeur est de transformer cette donnée pour garantir une transmission optimale, ce qui couvre deux problématiques. La compression des données, pour envoyer des messages les plus compacts possibles, et la correction d'erreurs, c'est-à-dire envoyer des messages permettant, côté décodeur, en cas d'erreur de transmission, de maximiser les chances de déduire le message d'origine. Comme la donnée brute est transformée par l'encodeur pour couvrir ces problématiques de compression et de correction d'erreurs, elle a également besoin d'être décodée à l'autre extrémité. Une des questions fondamentales que la théorie de Shannon cherche à traiter, c'est l'optimisation de cette transmission d'informations. Pour la compressibilité des données, on a déjà évoqué la borne théorique que nous fournit l'entropie de Shannon sur la distribution de part et d'autre de l'encodeur, mais comme la théorie est une théorie pratique, elle modélise également l'imperfection du canal, le fait que celui-ci puisse altérer les données. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment la théorie modélise un tel canal et ce qu'elle nous permet de dire sur la manière optimale de l'utiliser. Un canal parfait serait simplement un canal qui ferait correspondre chacun de ces n messages possibles en entrée sur un message en sortie. Pour un tel canal, il n'y a pas d'ambiguïté côté décodeur. Chaque message reçu correspond à un seul message en entrée possible. Connaître les propriétés du canal permet donc de déduire dans 100% des cas le message initial. Un canal imparfait introduit simplement un comportement indéterministe. Certains messages d'entrée peuvent finir en sortie sous plusieurs formes. Ici, il n'est plus possible avec la sortie de garantir la certitude du message initial. Dans le cas général, il est possible que certains messages ne soient pas altérés et que d'autres soient altérés selon des probabilités précises. Dans la modélisation de Shannon, un canal est entièrement modélisé par la manière dont il transforme en moyenne chaque entrée possible. Ici par exemple, il s'agirait de savoir que le canal transforme 0,0 en 0,0 dans 100% des cas, 0,1 en 1,1 dans 30% des cas et en 0,1 dans 70% des cas. Connaître cette liste de transformations et les statistiques qui lui sont associées, c'est connaître tout ce qui est pertinent sur notre canal. Quelle proportion d'informations peut-on espérer transmettre avec un canal imparfait ? On sait d'une part qu'on a une quantité moyenne d'informations par message pour ceux qui rentrent dans le canal, et la théorie nous permet de quantifier cette quantité, c'est l'entropie de la distribution X en entrée. On sait également faire la même chose pour la distribution Y qui sort du canal. Mais pour le moment, on n'a que des quantités, et ce qu'on aimerait, c'est savoir quelle partie de ces deux quantités d'informations est en commun. Il y a une troisième quantité qu'on peut étudier, les statistiques des messages formés en mettant bout à bout ceux qui rentrent dans le canal avec leur version en sortie. C'est également un ensemble de messages, il a lui aussi sa distribution de probabilité, et les corrélations entre entrée et sortie vont se traduire dans cette distribution puisque les messages qui la composent sont les couples entrée-sortie accolés. L'entropie de Shannon peut quantifier combien on a d'informations en moyenne par message dans cette troisième distribution. Et ici on a en fait tout ce qu'on désire, car l'information en moyenne par couple entrée-sortie, c'est nécessairement l'information en entrée plus l'information en sortie, mais sans recompter la partie commune de l'information. Shannon baptise cette partie commune l'information mutuelle. Et depuis ce diagramme ensembliste, on voit facilement qu'elle correspond à l'entropie de l'entrée plus l'entropie de la sortie, moins l'entropie des couples entrée-sortie. On peut développer un sens intuitif du comportement de cette nouvelle quantité, l'information mutuelle, en regardant les deux cas aux limites. Le premier est celui où le canal n'a aucune perte. Dans ce cas, la sortie est égale à l'entrée et l'entropie des couples entrée-sortie correspond exactement à l'entropie de l'entrée.
Souvenez-vous comment on a interprété l'entropie de Shannon, comme le nombre de questions à poser pour déterminer le message. Donc si vous observez statistiquement que dans nos couples XY, Y est systématiquement égal à X, il faudra autant de questions pour déterminer le couple que pour déterminer sa première moitié. Donc, dans ce cas sans perte, l'entropie de XY, c'est l'entropie de X. Et en substituant ceci dans notre formule, on trouve qu'ici l'information mutuelle est juste l'entropie de X. Et c'est bien ce qu'on souhaite d'une telle notion dans ce cas sans perte, puisqu'ici tout ce qui est envoyé se retrouve dans le message en sortie. L'autre cas extrême, c'est celui où le canal est maximalement bruité, où ce qui sort n'a strictement aucun rapport avec ce qui y rentre. Dans ce cas, l'entropie des couples entrée-sortie est exactement l'entropie de leur première moitié plus l'entropie de leur seconde moitié. Si vous ne pouvez pas lier l'une à l'autre, il vous faudra autant de questions en moyenne pour déterminer le couple que pour déterminer chacune de ses moitiés. Avec une substitution dans notre formule, on trouve bien, dans ce cas où le canal efface totalement l'entrée, une information mutuelle nulle, ce qui est également ce qu'on s'attendait d'une telle quantité. Les cas réalistes et intéressants sont bien sûr les cas où le canal a un comportement intermédiaire, ni parfait ni totalement inefficace, où une partie de l'information en entrée se retrouve côté sortie, ce qu'on sait maintenant modéliser grâce à ce concept d'information mutuelle. Comme pour la question sur la compression des données, la théorie de Shannon va nous fournir une limite sur la proportion d'informations qu'il est possible de transmettre et nous dire également comment les choses vont se comporter. C'est l'un des résultats fondamentaux de la théorie, le théorème du canal bruité. Mais pour bien apprécier ce résultat, il est nécessaire de faire une petite parenthèse juste avant pour voir en quoi consiste concrètement un code correcteur d'erreur. Pour réaliser un code correcteur d'erreur, on doit ajouter de la redondance au message envoyé. Si on réfléchit avec des messages en binaire, des 0 et des 1 donc, une possibilité naïve c'est de recopier le message 3 fois et de prendre, côté décodeur, la valeur la plus courante pour le nème digit. Mais si on prend du recul sur cette problématique, qu'est-ce qu'un code correcteur d'erreur fait réellement ? Dans le cas général, celui-ci prend des messages dans un certain ensemble et les encode en messages faisant partie d'un ensemble plus gros. Lorsqu'il y a des erreurs de transmission, le message reçu va s'éloigner du message initialement encodé, et une manière de procéder pour corriger l'erreur, c'est de prendre le message le plus proche, en nombre d'erreurs, qu'on sait être un encodage possible. Supposons que vous ayez à envoyer des blocs de 3 bits et qu'on vous autorise à les transformer en messages de 6 bits pour la transmission. Première tentative naïve, vous les envoyez en double, c'est-à-dire que 001 va devenir 001001. Et 011 va devenir 011011. Le problème ici, c'est que la distance en nombre d'erreurs entre vos versions encodées est de 2. On appelle ceci la distance de Hamming. Si vous recevez par exemple ceci, vous ne pouvez pas savoir si c'est un 011011 avec une erreur sur la première moitié ou 001001 avec une erreur sur la seconde moitié. Vous savez qu'il y a eu une erreur de transmission, mais vous ne pouvez rien faire de mieux que de parier et d'avoir une chance sur 2 de vous tromper. Maintenant, imaginons qu'on encode nos 8 messages possibles de 3 bits en ces 8 versions 6 bits. Ici, la distance de Hamming entre chacun des mots codes a été maximisée. Vous pouvez vérifier qu'entre chaque paire de mots codes ici, cette distance vaut 3 ou plus. Ainsi, s'il y a une erreur de transmission, parier sur le mot code le plus proche, le seul à une distance de Hamming de 1, vous fera correctement déduire le message initial. La version naïve en double n'avait qu'une chance sur 2 de récupérer une seule erreur, cette version optimisée corrige une seule erreur avec certitude. La version naïve de l'introduction, en triplant le message, récupère aussi avec certitude une erreur unique, mais 2/3 du message est composé de la redondance nécessaire à cette correction d'erreur, là où notre version optimisée n'en a besoin que de 50%. Ici, on a tout ce qu'il faut pour comprendre et interpréter le résultat fondamental de Shannon sur le canal bruité. On récapitule. On a un canal qui, dans notre modèle, est caractérisé par la manière dont il disperse chacune de ses entrées sur ses sorties. Pour une distribution des messages d'entrée donnés, on peut calculer la distribution en sortie depuis uniquement les propriétés de ce canal. On peut donc également calculer l'information mutuelle entre entrée et sortie. Il n'y a qu'un seul paramètre sur lequel on peut jouer, la distribution statistique des messages en entrée.
Et il y a un cas intéressant, celui de la distribution qui maximise l'information mutuelle entre l'entrée et la sortie. Cette information mutuelle maximale pour un canal imposé est une grandeur que Shannon nomme la capacité du canal, et comme c'est une mesure d'information, son unité est le bit. L'entropie des messages d'entrée, c'est-à-dire leur contenu en information, se mesure également en bits. Et donc, avec ces deux quantités, vous avez une proportion maximum de l'information en entrée qu'un canal peut restituer en sortie. On peut également voir cette proportion dans l'autre sens en regardant ce qui est perdu dans la transmission. Cette proportion d'informations perdues correspond à un espace disponible pour de la redondance dans un code correcteur d'erreur. Ce que dit le théorème de Shannon sur le canal bruité, c'est que si vous êtes du bon côté de cette proportion, c'est-à-dire que vous utilisez à peine plus de redondance que cette limite vous en impose, alors il existera des codes correcteurs d'erreur qui, dans la limite des blocs longs, vous permettront de transmettre votre message avec un niveau de fiabilité aussi élevé que vous le désirez. Et ça mérite de prendre un petit exemple pour illustrer ce que veut dire tout ceci. Supposons que vous ayez un canal avec une certaine capacité, c'est-à-dire l'information mutuelle entrée-sortie maximale, qui représente 70% de l'information des messages en entrée. On aura donc 30% des messages d'entrée qui seraient perdus. Et on va utiliser ces 30% en tant que redondance dans un code correcteur d'erreur. Ce que dit le théorème de Shannon, c'est que si vous utilisez à peine plus de redondance, disons 31%, alors il existera des codes correcteurs d'erreur qui, dans la limite des blocs longs, vous permettront de transmettre les 69% restants du message avec une probabilité d'erreur aussi basse que vous le désirez. Dans la limite des blocs longs ici, reprend une idée commune avec l'introduction, où procéder plusieurs manches à la fois nous permettait de poser moins de questions. Ici, procéder avec plusieurs messages à la fois, des blocs plus longs donc, nous permet de mieux utiliser notre redondance. Si vous procédez optimalement avec un seul message, ces 31% de redondance viendront avec une certaine probabilité d'erreur de reconstituer la partie importante. Mais si vous procédez 2 messages à la fois, avec toujours 31% de redondance sur l'ensemble, cette probabilité d'erreur va baisser. Et à la limite, en procédant n messages à la fois, toujours avec 31% de redondance sur l'ensemble, elle va tendre vers 0. Vous aurez la quasi-certitude de transmettre la partie utile de vos n messages sans erreur. La quasi-certitude que le décodeur les reconstruise correctement. C'est important ici de saisir la différence avec ce qui se passe simplement en répétant le même message. Si vous avez un certain message à envoyer, il est évident qu'en le répétant n fois, faire grossir n fera tendre votre probabilité d'erreur vers 0. Il suffit côté décodeur de systématiquement parier sur la version la plus courante de chaque morceau de ce message au sein des n copies. Mais c'est très différent du résultat de Shannon, car ici la proportion de redondance devient désastreuse. Ici, dans la limite des blocs longs, l'intégralité de votre message, c'est de la redondance des copies. Alors que le résultat de Shannon démontre qu'on peut atteindre une transmission statistiquement parfaite avec une information transmise représentant une proportion satisfaisante de chaque message. Une proportion limite fixée par les propriétés du canal. Vous êtes peut-être curieux de savoir à quoi ressemble la preuve de ce théorème. Comme on l'a vu, un code correcteur d'erreur revient simplement à choisir comment chaque message se retrouve encodé dans l'espace plus large des messages avec redondance. L'idée générale de la preuve consiste à regarder les performances en moyenne lorsque ce choix est réalisé simplement au hasard. Puis de démontrer que dans ce cas, à partir d'une certaine proportion de redondance, on a une probabilité nulle d'erreur en moyenne dans la limite des blocs longs. C'est donc une preuve non constructive qui garantit qu'il existe de tels codes correcteurs d'erreur satisfaisants, mais qui ne les fournit pas. En résumé, la théorie de Shannon démontre que la manière optimale de transmettre de l'information se décompose en 2 étapes et fournit les limites théoriques pour chacune. D'abord une compression de données, puis ensuite un code correcteur d'erreur qui va ajouter la redondance nécessaire pour que le décodeur ait de bonnes chances de reconstituer l'information utile. Ce qu'on sait de l'entropie limite la première étape et le théorème du canal bruité limite la seconde. Ça peut paraître étonnant de pouvoir ainsi séparer l'encodage en 2 étapes qui semblent faire l'opposé l'une de l'autre, une compression qui raccourcit, puis un code correcteur d'erreur qui rallonge.
Mais ce dont il est question, c'est de retirer les mauvais types de redondance pour ajouter ensuite les bons. On peut conclure cet épisode en parlant de quelques notions issues de la théorie de l'information et ayant trouvé utilité dans des technologies modernes, notamment le deep learning. Reprenons notre analogie des gobelets avec une pièce ou un des gobelets selon une statistique connue. On a vu comment s'y prendre optimalement pour poser les bonnes questions. Il s'agit d'équilibrer l'arbre de questions. Maintenant, imaginons que ce qu'on sache de la distribution soit en fait erroné. C'est-à-dire que vous croyez en une certaine distribution alors que la distribution réelle est tout autre. Dans de telles conditions, en appliquant ce qui est selon vous la stratégie optimale, vous allez poser plus de questions que nécessaire. Le nombre total de questions que vous allez poser en moyenne ici, on appelle cela la cross-entropie des distributions, réelles et imaginées. Et si on ne compte que la différence, c'est-à-dire le nombre de questions que vous allez poser en moyenne en trop, on appelle cela la divergence de Kullback-Leibler des distributions. Il est très courant qu'un des objectifs en deep learning soit d'estimer une distribution statistique. Par exemple, en tentant de prédire les événements futurs possibles, et de le faire en attribuant à chacun des probabilités. AlphaZero, l'IA ayant révolutionné le domaine de l'intelligence artificielle au Go, aux échecs et à virtuellement tous les jeux du même type, a une partie de son réseau de neurones qui tente d'estimer les statistiques du meilleur prochain coup, une sorte d'instinct que la machine doit développer. Au cours de son apprentissage, la distribution que l'IA imagine n'est évidemment pas exactement celle observée, puisque par définition, elle est en train de l'apprendre. Mais comment estimer à quel point elle a tort ? Par exemple, entre deux IA qui imagineraient ces distributions lorsque la réalité est celle-ci. Laquelle des deux se trompe le plus ? C'est là qu'intervient la cross-entropie ou la divergence de Kullback-Leibler, car ça quantifie naturellement, en termes d'information, en bits donc, la surprise superflue que l'IA constatera, les questions en trop que sa croyance lui impose de poser par rapport à ce qui serait nécessaire si sa connaissance était parfaite. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent dans les phases d'apprentissage des IA, ce qu'on tente de minimiser, c'est la cross-entropie entre la distribution que l'IA prédit et la distribution réelle constatée en pratique. La théorie de l'information donne une distance, une métrique naturelle se mesurant en bits, entre croyance et réalité, lorsqu'on réfléchit en termes de distribution. Cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite à consulter la description et les fiches pour approfondir le domaine. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Utip ou Tipeee et surtout, selon ma formule consacrée, en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.